Bienvenue tout le monde. Bienvenue à tous, merci d'être là. Voilà, on est content, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait un live esprit. Et pour ce live, il aurait quand même été temps, pour une fois, de faire apparaître une grosse vilaine chimère. Donc les chimères qui font partie des antagonistes un peu emblématiques à esprit. Qui sont constitués de plusieurs morceaux de créatures, dont systématiquement des morceaux d'une lignée. Alors là, cette chimère-là a des bras humains, voilà. Une tête qui est une amanite de mer, hein, les amanites à qui on donne parfois des coquillages et des bulots à bouffer. Moi, j'aime bien faire ça. Ils tuent des animaux pour nourrir les autres. Et un corps de scolopendre. Voilà. Donc elle n'a pas d'yeux, c'est normal. Et comme toute chimère qui se respecte, elle a des petits cristaux violets sur le corps et de pourprine. Et donc là, on plaint Clapy très fort parce qu'elle a une foultitude de cristaux à peindre. Voilà. Ça, Donc courage à c'est elle. dédicace à tous ceux qui nous disaient il peut pas y avoir de la pourprine sur la lignée quand on les dessinait. Là, vous en Voilà. avez votre content de pourprine, les gens. Il y a quasi que ça. Et encore, à la base, il y en avait beaucoup plus. J'ai demandé d'en avoir moins pour qu'on puisse voir un petit peu mieux le corps de Scolopendre, les bras humains. Et aussi, j'avoue, parce que quand j'ai vu la quantité que tu avais fait sur le pré dessin, j'ai dit, c'est pas possible, il va falloir 6 heures pour peindre juste ces trucs-là. Oh, j'aurais grugé, c'est bien. La magie du numérique. Ouais, mais quand même. Voilà. Donc une affreuse chimère qu'on espère que vous trouvez suffisamment effrayante et à moitié gore pour trancher avec l'image toute mignonne. J'adore ce saurien, il a tellement fait un beau boulot sur ce saurien. Voilà, le saurien, il a plu, ouais. J'ai eu quelques retours aussi de gens. Il a beaucoup plu, le saurien. Ouais. C'est vrai qu'il a eu une bonne tête. Oui, et puis là, il y a des couleurs très chaleureuses. Et on n'a pas l'habitude de voir un personnage potier, en fait. Et bonjour, ma ferrate. Là, pour le coup, il est assis, mais la taille du truc qu'il fait est suffisamment grosse pour que ça soit pas choquant en termes de perte de dynamisme. Voilà, donc une vilaine chimère. Et donc on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, enfin pas tant que ça en fait, mais il va y avoir putain de spoil. Je vous préviens. Attention, on spoil aujourd'hui. Voilà. Alors faut savoir que je me sers des lives aussi pour mettre en forme un petit peu tout ce qui est dans ma tête. Du coup, je prends des notes, je les raconte en live. Et quand il va falloir que voilà. Et donc avec les lives, ben, ça me permettra d'avoir les textes pour les mettre en propre bien correctement dans le bouquin. En fait, Voilà. les lives te servent à préécrire le JDR. Oui. Vous avez l'exclu, voilà. Les gens, en fait. C'est ça. Donc ça posera des questions aussi de comment on maintient les vidéos une fois qu'on a signé les contrats, tout ça. Oui, effectivement, la chimère, certains de mes joueurs ont déjà affronté cette chimère-là et les pauvres, RIP à eux, j'imagine. Elle est pas commode. La dernière fois, on s'était arrêté pendant les descriptions des différentes factions et trucs et organisations sur le monde de Kiwan Toto. Et on s'était terminé, j'avais évoqué le petit groupuscule du Soleil Nouveau, voilà, qui sont des gens qui veulent retrouver les technologies et modes de vie d'avant la rupture pour défoncer la rupture à coups de canon et de grosses armes entre guillemets modernes. Voilà. Alors on s'était un petit peu arrêté sur certaines questions du genre mais qu'est-ce qu'ils ont comme lien avec l'école et pourquoi, comment.
Donc le Soleil Nouveau, c'est un truc qui est un groupuscule hein, au moment où on commence à jouer. Plus tard dans la campagne, ils atteindront les 1000 habitants, ils auront des petites villes, quelques petites villes sous leur contrôle, mais rien de dramatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que eux s'intéressent vraiment aux réalisations architecturales, agronomiques et technologiques, surtout les armes, de l'époque d'avant la rupture. Donc en fait, ils ont bien compris qu'avant la rupture, il y avait un culte avec des divinités, mais ils s'en foutent. Voilà, ça ne fait pas partie de leurs axes de recherche particuliers, pour la bonne et simple raison que la notion de divinité a globalement disparu, même s'il y a des superstitions pour certains, voilà, ou des trucs plus ou moins à vénérer. Localement, la notion globale de divinité est pas acquise. Donc oui, ils voient bien qu'il y a un culte, ils voient bien qu'il y a des nymphes, mais ça les concerne pas. Ils n'ont pas compris à quoi ça servait, pourquoi. Donc, ils cherchent pas plus que ça. Par rapport à l'école, en fait, ce qui va les intéresser, c'est qu'ils comprennent que, ah oui, d'accord, en fait, du coup, l'école, bon, ils ont un lien avec le culte que nous ne comprenons pas, mais tout le point important, c'est qu'ils luttent contre la rupture et ils veulent faire comme c'était avant. Donc, comme ils veulent faire comme c'était avant, eh ben, on va être potes. Voilà, c'est assez binaire. Voilà. Ensuite, dans les autres groupuscules, alors je dis groupuscules, c'est donc soit des organisations minimes, soit des gens qu'on peut regrouper un peu ensemble, mais qui n'ont pas d'organisation réelle. Et bien, il y a les chasseurs de chimères, tout simplement, puisqu'on parle de chimères aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que des chasseurs de chimères? C'est des groupes de personnes qui se mettent en tête de détruire des chimères. Pour plein de raisons. Ça peut être pour protéger des gens, parce qu'ils n'aiment pas les chimères ça fait chier. Pour récolter de la pourprine, parce que la pourprine est un matériau qui est recherché. Voilà, donc ça permet d'aider les gens, mais surtout d'avoir des ressources et donc d'être logé un peu partout à bonne enseigne facilement. Pour la gloire aussi, voilà. Pour se sentir utile, pour se mesurer à des chimères, un peu, c'est des trucs très très disparates. Ce qui fait que la relation qu'ont les communautés avec les chasseurs de chimères vont être extrêmement diverses. En général, quand on a un souci de chimère, on est content de les voir arriver. Relativement content, parce qu'on peut aussi s'inquiéter du comportement qu'ils vont avoir. Et quand on n'a pas besoin d'eux, globalement, on s'inquiète. Voilà, pourquoi? Parce que c'est des gens qui vivent une vie très dangereuse et qui du coup vivent à fond pas longtemps. Ce qui fait qu'ils ont tendance à avoir des comportements un peu égoïstes, un peu hédonistes, un peu à profiter, à se servir là où ils sont, sans forcément demander. Voilà. Y compris parfois, quand ils n'ont pas de chimères à tuer pendant longtemps, on n'hésite pas à piller des caravanes ou à carrément attaquer des villages, parce qu'après tout, pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est très variable d'un groupe de chasseurs de chimères à l'autre. Il y en a qui vont vraiment se mettre au service des communautés, il y en a qui sont juste en quête de gloire et d'aventure. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'organisation autonome de chasseurs de chimères, parce que c'est vraiment... faut vraiment voir ça comme des chasseurs de primes et des mercenaires. Voilà, un peu on joue des cow-boys. Ça peut être une orientation, une façon de jouer sur l'univers d'esprit sans jouer les gardiens, ça peut être de jouer un groupe de chasseurs de chimères. Bon, voilà. Ouais, il y a 2-3 pistes comme ça pour masteriser son gardien entre les chamans et les chasseurs de chimères. Ouais, oui, il y a des joueurs qui veulent jouer des parjures, mais honnêtement, oui, ça veut dire jouer des gens torturés jusqu'au bout, jusqu'au bout de leur âme. Moi, je me sens pas de mener ça. Voilà. Très clairement, c'est pas moi qui faut demander ça. Peut-être d'autres pourront, mais pas moi.
qu'est-ce qu'on trouve dans les chasseurs de chimères? On trouve des gens normaux, hein, globalement. Surtout des gens qui viennent de protecteurs, de type protecteur, ou des constructeurs, parce que les constructeurs vont avoir les connaissances pour faire de l'artillerie, enfin des gros pièges, des balises, des catapultes, tout ça. Voilà. Et puis, à l'intérieur des chasseurs de chimères, on a bien évidemment des gens capables de faire des gros dégâts rapidement, donc des sorciers, ou des parjures, qui sont potentiellement acceptés comme chasseurs de chimères. Voilà. Mais globalement, n'importe qui peut trouver sa place dans des groupes de chasseurs de chimères, parce que c'est très divers, et tant que t'es utile pour chasser du gros monstre, trouve une raison d'être, ça marche, quoi. Voilà. Comment ça marche? Et bien, les chasseurs de chimères, en général, sont plutôt nomades. Ils vont errer au gré des rumeurs et des trucs qui peuvent se passer, voire directement pister des chimères et arriver dans des communautés en disant « Voilà, on a de la pourprine, on a buté de la chimère, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. » Et voilà. Et ben si on trouve rien, des fois, on pille les caravanes. Et certains groupes de chasseurs de chimères vont même pouvoir être intégrés complètement à des communautés assez grosses, qui se disent, bon, bah, tant qu'à faire, autant avoir un groupe de 5 à 10 chasseurs de chimères directement sur place. Si on a un problème, ils pourront le gérer avec nos protecteurs, pourquoi pas. Voilà. C'est les gardes-chasse, quoi. Ouais, des gardes-chasse de voilà. Cependant, certains groupes de chasseurs de chimères se disent que ça pourrait être intéressant de commencer à s'organiser à grande échelle, parce que les chimères sont très mobiles, et certaines sont de toute façon tellement grosses que nos groupes de 5, 7, 8 personnes maximum ne sont pas de taille, même avec des sorties et des parjures à affronter, il faudrait plusieurs groupes, donc pouvoir communiquer entre nous. Et voilà, c'est bien gentil de s'intéresser aux chimères qui font 4-5 mètres de long, mais quand on tombe sur des trucs qui en font 30 à 40, et ben là, voilà, il faut plus qu'un groupe, quoi. Donc il Et peut il y avoir faudra des bien s'en chimères occuper à un moment. Godzilla, quoi. Oui, complètement. Ben, sous la mer, souvent, plus que sur Terre, mais il y en a, de bien vénères. Donc, et pour ça, en fait, ils pensent, enfin, les chasseurs de chimères qui se disent une petite organisation mondiale de notre mercenariat, se rendent compte que le contact et l'aide des chamans et de la toile des chamans, et ben, ça pourrait être utile pour pouvoir communiquer et se déplacer rapidement entre différents groupes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des dissonances entre les chasseurs de chimères? Eh ben, comme je disais, comme c'est pas une organisation officielle et cohérente, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas. Mais on peut avoir des groupes de chasseurs de chimères qui s'opposent dans des conflits directs, hein, entre des groupes qui, eux, sont en mode je veux juste aider la population, et d'autres qui sont juste en quête de gloire et qui n'hésitent pas à attaquer des convois ou des petites communautés pour faire leur beurre et leurs ressources. Donc on peut avoir des conflits entre chasseurs de chimères, voire faire appel à un groupe de chasseurs de chimères pour défoncer un autre groupe de chasseurs de chimères. Voilà. Comme on peut faire appel à un cow-boy pour défoncer un autre cow-boy, ou un chasseur de primes pour éliminer un autre chasseur de primes. Maferat qui nous dit des chimères Godzilla doivent être un casse-tête pour les gardiens professeurs, à moins qu'on ait des personnes très expérimentées. Les profs d'esprit, ça va. Ils gèrent. Oui, ils viennent à 5, hein, mais ça gère. Voilà. Si vous avez peur, je vous conseille de regarder les sorts de la 5e page de différentes saisons. Vous verrez qu'on a des trucs assez fantastiques. On peut se déplacer à la vitesse de la lumière, on peut arrêter le temps, on peut enfermer les gens dans des boucles temporelles. Il y a Charmant. plein de trucs à faire.
quand on a 6 à son score de saison. Voilà. Heureusement, les chimères Godzilla sont très peu nombreuses. Voilà. Mais des trucs de la taille, vraiment des Omu de Nausicaa, quoi. Des trucs comme ça, ça se trouve. Et c'est compliqué à défoncer. Alors, petit point sur les relations entre les chasseurs de chimères et esprits. Alors, ils connaissent bien évidemment pas l'école esprit, cependant le temple du temps, ils connaissent. Donc pour eux, c'est des gens qui vont souvent leur filer du travail, ou à l'inverse, qui vont pouvoir... Dans l'ensemble, les chasseurs de chimères entretiennent plutôt des bonnes relations avec l'école. En tout cas, la partie visible de l'école, parce que on partage à peu près les mêmes buts, et puis travailler avec les chasseurs de chimères, bah, c'est pratique, parce que quand il y a des chimères à défoncer, envoyer un quatuor tout seul débutant, c'est pas toujours les du siècle, c'est bien qu'ils aient un peu d'aide. Attention, pour l'école, il y a toujours ce problème de s'il y a des parjures dans les groupes de chasseurs de chimères, il faut pas que... Il faudrait pas que les gens prennent l'envie de se parjurer pour faire comme les chasseurs. Ouais, en gros, il nous en faut, mais il faut qu'il se fasse discret, quoi. Bah, faut surtout pas qu'ils se parjurent. Après, des sorciers qui veulent tabasser de la chimère ou des gens normaux, il n'y a pas de problème. Donc ça permet à l'école de surveiller les chasseurs et aux chasseurs d'avoir du taf assez possible. La fraternité déchirée, donc qui demande à capturer des chimères de façon assez régulière. Et bien ça, les chasseurs de chimères, ils comprennent pas, parce que franchement, capturer des chimères, il faut vraiment être taré, voire être dangereux, mais toutes les transactions avec la fraternité déchirée se sont toujours passées nickel. Vous nous ramenez des œufs, vous nous ramenez des chimères, machin, vous les donnez, ok, très bien, pif, on vous offre ça. Donc, voilà. Ce sont des gens complètement tarés et dangereux, mais ils bossent de façon sérieuse, et donc c'est à peu près tout ce qui nous intéresse. Je rappelle, nous sommes avant tout des mercenaires. La confrérie, globalement, confrérie des chaînes, et bien, quand on a des gros trucs à défoncer, c'est bien de les avoir comme alliés. Maintenant, ça peut être bien de se passer de l'alliance avec la confrérie de temps en temps, parce que bah, la confrérie aime pas trop avoir des parjures, elle essaie toujours de quitter nos sorciers, donc c'est l'allié du moment, et le plus tôt possible, mais le moins possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil nouveau, bah justement, eux c'est ils ont une grosse puissance de feu quand ils peuvent, et de belles armures, tout ça. Donc c'est safe de travailler avec eux. Voilà, et ils cherchent pas à nous défoncer, sauf qu'il y a des parjures avec nous. Mais voilà. C'est safe de travailler avec eux, c'est bien de bénéficier de leur technologie. Par contre, faut s'arrêter au fait comme pour la confrérie, c'est de l'alliance temporaire et à limiter, puisqu'ils ont vraiment une mentalité difficile à comprendre. Potentiellement dangereux aussi, puisqu'ils ont ce côté épuration qui peut nous poser problème. On n'aime pas trop perdre des membres. Mais bon, voilà, ça se passe bien, ils ont des bons trucs. Et le fait de nous permettre de tuer des chimères sans utiliser la magie ou la rupture, eh bien, c'est aussi des moyens safe qui permettent d'accueillir plus de monde. Donc, voilà. Prenons ce qu'ils peuvent nous donner, mais rentrons pas dans leur jeu. Les trackers. Donc, les trackers de nymphes. Pour les chasseurs de chimères, globalement, c'est des gens qui posent des questions débiles. Voilà. Il serait bien de se concentrer sur le danger immédiat, à savoir des chimères dangereuses et de la rupture qui se promènent de partout. Voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout de
si on connaît des trucs qui se passaient avant la rupture ou pas, c'est le sujet. Et il nous reste les parjures libres, donc les parjures tout seuls qui vivent éloignés de la sororité comme de la confrérie. Et ben ceux-là, ça peut être des recrues, mais ça peut aussi être des proies faciles. Des chasseurs de chimères qui montent des expéditions pour défoncer un parjure ou une communauté de parjures isolée pour récupérer de la pourprine. Bah, c'est potentiellement plus facile que les chimères, parce que les jeunes parjures ne maîtrisent pas leur pouvoir, tout ça, et bon, finalement tout le monde est content, nous on a de la pourprine, on a buté des parjures, et on peut enfiler aux autres, donc voilà. Voilà. C'est la partie un peu plus trash du chasseur de chimères qui n'hésite pas à s'attaquer à des gens. C'est là qu'on sent un peu plus le côté mercenaire, quoi. Même, ouais, y compris à des gens qui sont juste des parjures, mais sans affiliation, voire des gens qui ne sont même pas parjures, juste pour gagner de la bouffe, quoi. Ah oui, parce qu'on a vu que pour certaines communautés, parfois le parjure est juste un moyen de survie ou un mal nécessaire, Oui. quoi. C'est ça. C'est ça. Et bien d'ailleurs, parlons-en de ces parjures libres. Donc les parjures libres, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des parjures qui soit ont fui leur communauté après se parjurer parce que honte. Parfois ils se font même jeter dehors parce que on n'accepte pas de parjure pour chez nous, s'il vous plaît. Voilà, c'est la loose. Ou qui, dans un accès de folie au moment du parjure ou quelques temps après, on peut avoir complètement massacré leur propre communauté. N'oublions pas ces cas-là. Certains sont seuls, certains sont avec des suivants, des fidèles qui sont restés fidèles. Bah, c'est genre, tu t'es parjuré, mais c'était pour nous sauver. Et d'ailleurs, tu l'as fait après. C'est pas forcément le cas d'ailleurs, mais là, tu l'as fait. Du coup, on te fait confiance, on va rester avec toi. Ok, on te vire de la communauté, bah, je viens avec toi parce que finalement, j'ai plus confiance en toi que dans notre communauté. Donc, voilà. Ou alors, ils peuvent gagner des suivants en faisant démonstration de leur force, de leur pouvoir, tout ça. Mais dans l'ensemble, les parjures libres, c'est des gens qui sont laissés pour compte à leur folie. Voilà. Qui cherchent juste à s'en sortir. Voilà. Souvent en étant persécutés. Donc, faut penser à... Alors, j'avais vu une histoire il y a quelques temps d'une famille en Russie qui avait vu personne pendant plus de 40 ans. Donc, il y a des enfants qui étaient nés qui avaient 18 ans, 18-20 ans, quand des chercheurs sont passés à proximité, donc n'avaient jamais vu d'humain de toute leur vie, à part les membres de leur famille, quoi. Voilà. Donc, parce que c'était des gens qui fuyaient des persécutions sur place, et ben voilà. Et puis voilà ce qu'on peut avoir, des parjures libres, ce genre de personnes-là. Cependant, bien évidemment, la fraternité déchirée et la sororité vont chercher à les récupérer et à les phagocyter parce que c'est des parjures et que ça peut être intéressant de trouver un moyen de les intégrer dedans de nous. Voilà. Attention, ce sont des parjures libres, ils ne sont pas forcément chauds pour se soumettre à un ordre, même si ça peut les sortir de leur merde. Voilà, ça reste un ordre, et pour ceux qui connaissent la nature de la rupture, ce genre d'organisation, de hiérarchie, tout ça, c'est vécu avec extrêmement de méfiance. L'objectif des parjures libres, c'est tout simplement d'arriver à survivre. Globalement, il faut bien comprendre que ce sont des rebis, des déchets, rejetés par la société, toutes les sociétés. Ils sont éparpillés entre eux. Ils ne peuvent compter sur l'aide que d'eux-mêmes et de leurs éventuels suivants.
Alors, t'es parti sur du violet pour la tête en amanite. Oui, tu aurais vu une autre couleur? Parce que j'avais Et ben, une anémone violette dans les rêves. euh, les anémones, c'est pas rouge. Alors après, c'est peut-être les différents dégradés que tu vas faire. Bah, je te montre ma référence, ma planche de Ouais. référence. Du coup, je partais sur celle-ci. D'accord. Après, voilà, Ok. je peux aussi partir sur quelque chose plus comme celle-là, comme celle-là. Ou... Si t'avais une espèce en particulier en tête, je peux m'en rapprocher, y a pas de souci. Je pense qu'un truc un peu plus rougeoyant pour justement trancher D'accord, avec avec le violet qu'il va y avoir partout. Donc on voit toutes les images que Clappy a utilisées pour ses recherches. c'est ça. Voilà. C'est Ok, c'est bien planche de rêve. J'ai pas tout des enfants montré parce qu'il y a magnifiques. certaines photos qui peuvent être dérangeantes. Genre j'ai Oui, été oui, chercher des photos d'enfants très oui, faméliques pour voir comment le corps humain se comporte quand il est vraiment sur des membres comme ce qu'on voit sur le dessin. Pas forcément des photos pour tout le monde. c'est ça. On a peut-être des mineurs qui nous regardent. On est 13, je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux, ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue. Mm. Voilà, alors les parjures avec les chasseurs de chimères, eh bien, certains pensent que ça peut être une voie de sortie pour eux, justement, ceux qui sont à peu près sociables. Mais en même temps, on sait qu'il y en a certains qui font des raids sur nous pour récolter de la pourprine, donc c'est pas top. Voilà. Ou juste nous éliminer pour le plaisir. Donc c'est très 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 mitigé. Voilà. Les trackers, on ne sait pas ce que c'est, globalement, aucun lien. Et le soleil nouveau, bah, c'est clairement l'ennemi à abattre. Hein. Ils sont pas très nombreux, donc on a encore peut-être la possibilité de les éliminer. Ceux qui les rencontrent. Et il est temps de passer. Alors, Alors, Trajan pose une Trajan. question. Quentin, parce que voilà, Trajan est un meneur d'esprit, à part moi d'ailleurs, c'est un autre meneur, et c'est un joueur régulier. Voilà, il sait que quand un joueur à table récupère des points de rupture, il entend une petite voix dans sa tête qui lui parle. Et donc il se pose la question si les gardiens, si les gens qui ne sont pas gardiens, c'est un peu la même chose. Eh bien, pour te répondre, c'est non. Vraiment, la rupture parle vraiment aux gardiens. Parce que il y a un lien particulier entre les gardiens, les nymphes, la rupture, tout ça. Pour les gens normaux, ça va plutôt être une sensation un gros shoot de bien-être en fait. Un gros shoot de dopamine avec ce plaisir, cette envie d'y retourner. Il te dit, On est un je peu viens de sur du faire. dressage ou du renforcement positif, quoi. Ouais, Inconscient. c'est plus ça. C'est plus un simple renforcement positif. Là où les gardiens, parce que par leur nature, parlent aux nymphes et donc ont un accès au côté mystique du monde. Voilà. Et enfin, donc, parlons des trackers trackers de nymphes ou des trackers de gardiens. Selon comment on les appelle, je pense que tout le monde a envie d'en savoir un peu plus sur eux. Alors, la réalité, c'est que c'est à la base c'est une succursale de la Fraternité Déchirée, en fait. La Fraternité Déchirée étant plutôt en mode dressage de parjures et de chimères à ce moment-là, mais souhaitant éviter l'arrivée des gardiens des nymphes. Elle a mis en place une organisation un peu cachée. Oui, il y a un effet addiction, oui. Si tu commences à te corrompre par toi-même de façon volontaire, et même de façon involontaire, tu as tendance à y retourner. Tous tes appels de résistance à la rupture, tu as autant de points de malus que tu as de score de rupture. Voilà. Il y a un peu un côté comme ces sportifs qui se shootent à l'adrénaline, quoi. Ou le côté obscur dans Star Wars, le jeu de rôle. Chaque fois que tu fais appel, tant que t'es pas passé du côté obscur, chaque fois que tu fais appel, ça te file des gros bonus. Et bien évidemment, plus tu fais appel, plus tu es facilement tenté pour les fois suivantes où quand tu risques d'être dans un environnement avec le côté obscur, tu y résistes moins facilement.
Et au moment où tu passes de l'autre côté, tous les super bonus qu'elle te filait, bim, ça disparaît. Et tu repars en fait en mode Pékin normal. Je crois qu'il y a un des Star Wars JDR qui est comme ça. Enfin, tu auras des pouvoirs du côté obscur, mais en fait moins que ce que tu pouvais avoir quand tu étais juste en mode proie à séduire. Voilà. Donc les trackers de nymphes, une succursale cachée. Alors, Trajan qui nous parle d'un effet d'accoutumance. Voilà, faut que tu fasses appel à la rupture. C'est purement volontaire, hein, donc t'as pas forcément besoin d'en faire plus. Ouais, il n'y a pas un côté il faut que j'en fasse plus pour avoir un shoot égal au précédent. Sur le principe, non. Dans les faits, surtout quand t'es parjuré, un petit peu, parce que t'as quand même toujours tendance à agir pour ton essence. Donc il faut que tu en fasses faut que tu fasses quand même pire, parce que tu vas quand même gagner des points d'essence au fil du temps. Ça reste ta façon normale d'agir. Donc, de renforcer ta rupture, il faut cramer de plus en plus, quoi. Accoutumance ou sevrage, nous dit ma ferrate. Alors, c'est vrai de la rupture, c'est compliqué. Une fois que t'es parjuré, c'est mort. Je dis bien, une fois que tu es parjuré, tu ne peux pas revenir. Presque le parjure n'essaye pas de se sevrer de son essence d'origine par le parjure. Bah oui, très clairement, c'est ce que la rupture te demande, hein. Tu dois te sevrer de ce que tu es. Sachant que chasser le naturel, il revient au galop, on comprend un peu mieux le côté complètement frappé des gens, quoi. Ouais, Parjuré. c'est ça. C'est exactement ça. Alors, donc je disais... Donc, oui, donc les trackers, globalement, au sein de la fraternité et au sein des trackers, la plupart en fait ignorent l'existence de l'autre, sauf cas particulier. Comment on devient tracker de nymphes? Alors, soit on n'est pas parjure, on ne fait pas partie de parjure, on est juste des personnes saines, mais on trouve que la rupture a été positive sur le monde, globalement positif, en tout cas qu'on peut parfaitement vivre avec. En tout cas, on n'a pas envie de revenir à avant. Et éventuellement, on a pu apprendre des choses sur les nymphes et on ne veut pas qu'elles reviennent. On ne veut pas prendre le risque qu'elles reviennent parce que l'idée de Divinity nous dérange, parce que les nymphes ont pu avoir un comportement qu'on estime problématique. Voilà, on ne veut pas qu'elles reviennent. Le deuxième cas, ce sont des parjures suffisamment badass pour avoir les moyens de cacher leur propre parjuration. Donc il faut avoir 4 ou 5 en rupture, je pense aussi. 5, parce que c'est les pouvoirs niveau 4, parce que c'est les pouvoirs niveau 3. Et ça, on fait partie de la fraternité déchirée. On développe ce type de pouvoir-là. Et on peut se faire approcher par Mantro, du coup, le chef de la fraternité déchirée, qui vient nous dire, bon, écoute, voilà, ça te dirait de t'occuper de cellules de traque et surveillance de gardiens pour les assassiner au cas où ils arrivent, quoi. Voilà. Donc l'objectif des trackers de nymphes, c'est bien sûr d'éviter le retour des nymphes. Tout gardien trouvé et découvert sera éliminé. Voilà. Et évidemment d'informer la fraternité de tout ce qu'on peut trouver de gardiens, nymphes, gens qui investissent des ruines et qui voudraient retrouver des éléments d'avant la rupture, tout ça. Voilà. Le modus operandi, eh ben, sont des gens qui sont cachés au sein des communautés, qui sont complètement inclus dedans en fait. Voilà. Donc des parjures qui vont venir contacter des personnes qui ont appris des éléments ou qui vont même simplement prendre des gens, leur parler, voilà, tester la donne et en faire leurs agents au sein de chaque communauté. Et puis voilà, c'est un réseau complètement secret et caché. Ils surveillent, ils observent et qui va agir, ce sera le parjure en chef entre guillemets de la cellule, en gestion de la cellule,
Oh, c'est trop beau. Les couleurs sont trop choupies. Et bien que les non-parjures peuvent bien évidemment participer, foutre du poison dans le verre de quelqu'un, il n'y a pas besoin de pouvoir pour le faire. Hein. Voilà. Du bon vieil espionnage à l'ancienne. Voilà. Les cellules sont globalement indépendantes les unes des autres. Il n'y a que les parjures chefs de section, chefs de cellule qui éventuellement se connaissent une fois de temps en temps parce que Mantro les convoque. Ça s'arrête là. Cependant, comme la fraternité et les trackers sont de moins en moins en contact et que les trackers sont de plus en plus indépendants, il y a une question qui commence à se mettre en place, c'est vu qu'on est globalement indépendant, est-ce que finalement ça vaut le coup de rester dans la fraternité ou est-ce qu'on n'essaierait pas, nous, de faire sécession et de monter notre truc dans notre coin? Parce que certains se disent, ok, on se propose d'éviter que les nymphes reviennent, mais qu'est-ce qu'on propose nous comme truc concret? Le anti-nymphe, c'est pas une position tenable. Qu'est-ce que nous on propose pour l'avenir? Est-ce que ce que la fraternité propose, c'est vraiment pertinent ou pas? Parce que la fraternité déchirée, c'est quand même voilà, dompter la rupture, forcer les gens à se parjurer. Tout le monde n'a pas envie de se parjurer. Il y a un côté aussi très dictatorial des fois dedans. Enfin, c'est pas sûr que ce soit la bonne solution. Donc voilà. Donc bien évidemment, l'école esprit et les gardiens, c'est l'ennemi principal. Par contre, la fraternité, voilà, on travaille ensemble traditionnellement, on est alliés, on fait partie d'eux pour ceux qui le savent. Cependant, on est en train parfois de se poser la question de si on ne devrait pas faire sécession. Et notamment depuis l'arrivée de la sororité qui propose en fait une alternative à la gestion de la rupture. Et certains trackers de nymphes se disent que peut-être la sororité serait plus cool, plus sympa, plus intéressante. Et c'est là justement qu'on peut avoir des relations politiques intéressantes qui peuvent se mettre en place à l'échelle du jeu, parce que la sororité n'est pas du tout pour le massacre des nymphes et des gardiens en fait. Ouais. Elle va plutôt se retrouver elle risque de se retrouver alliée à la fois à l'école esprit et au tracker de nymphes. Et donc ça pourrait donner des scénarios intéressants pour les gens qui arrivent à mener ce genre d'ambiance. Tu parles d'une politique à la Suisse? Voilà. La confrérie des chênes sont bien évidemment des ennemis également, puisque la confrérie cherche à enlever, à réparer le monde, éviter qu'il ramener le monde à son stade avant la rupture. Mais cependant, la confrérie n'est pas une priorité parce qu'on sait qu'elle n'a pas les moyens de faire ça de toute façon. Donc voilà. Quand on peut, on l'élimine, on lui fout des bâtons dans les roues, mais ce ne sera pas la priorité. Les chasseurs de chimères. Les chasseurs de chimères, en fait, les trackers considèrent que c'est une très bonne couverture pour des gardiens potentiels de se faire passer pour des chasseurs de chimères. Donc, oui. C'est une question clapique. Depuis le temps que tu nous écoutes, et il me semble que tu as été joueuse aussi, de quelle saison te sens-tu la plus proche? Les fans assidus savent Projika. Bonne question, Trajan. Je sais qu'à l'époque où j'ai été joueuse de Esprit, c'était au tout début, quand il était au format forum. La honte et mon personnage était un personnage de l'hiver. Après, aujourd'hui, je saurais pas te dire. C'est vrai qu'il faudrait que je me pose vraiment devant toutes les valeurs des saisons, voir si mon caractère a pas changé et je suis toujours un enfant de l'hiver, ou si j'ai évolué vers une autre saison depuis le temps. Oui, parce que tu es une grande fan des sirènes, donc... J'étais dans ma grande période Avatar, Tribu de l'eau et tout ça, enfin...
si je devais être un personnage de Avatar Dernier Maître de l'Air, les Tribulos ont toujours été une des approches que j'aimais beaucoup. Donc, par extension, l'hiver était ce qui en était le plus proche dans le monde d'esprit à l'époque. Et dans la droite lignée d'avoir cet univers aquatique, j'avais un personnage qui était amphibie, c'était une demi-sirène, mais en gros c'était une sirène capable de marcher sur la terre, quoi. C'était juste un personnage capable de respirer sous l'eau. Et dans mon souvenir, ça fait très très longtemps. Donc je sais pas si je t'ai vraiment répondu, Trajan, mais j'ai pas une réponse arrêtée non plus en fait aujourd'hui. Ouais. Tiens, je me rends compte que j'ai raté des bouts. Ouais. Alors, je disais les relations entre les trackers et les chamans et les chasseurs de chimères. Donc les les trackers vont penser que c'est des bonnes couvertures, les chasseurs, pour des gardiens potentiels. Donc c'est pour ça qu'ils vont souvent aller les faire chier, leur poser plein de questions. Et éventuellement leur mettre des petits bâtons dans les roues pour éviter de tuer des chimères trop importantes ou que la fraternité souhaiterait récupérer rapidement. Les parjures libres, eh bien, c'est là que les trackers se pensent qu'il faut leur trouver une place et donc les accueillir dans le monde, mais ils se disent pourquoi pas nous leur trouver une place à ces parjures libres, un autre truc. Le soleil nouveau, on va éviter les oppositions frontales, mais dans le doute, on va les empêcher de tourner en rond. Voilà. Restent les chamans. Les chamans, en fait, les chamans ont toujours été là sur le monde, donc ça sert à rien de se battre contre eux. Parce que ils ont toujours été là, ils font leur taf. A priori, ils sont dignes de confiance. Maintenant, pardon, pas dignes de confiance, non. Globalement, on les ignore ou on s'en méfie éventuellement parce qu'ils sont pas du tout pro-rupture pour autant. Hein. Voilà. Le seul truc, c'est qu'est-ce que voilà, on peut rien leur faire de particulier. Là, je me rends compte que je n'ai pas parlé des chamans non plus pour les chasseurs de chimères et les parjures. Donc, pour les chasseurs de chimères, les chamans, ça pourrait être une solution pour arriver à faire une organisation à l'échelle mondiale. Voilà. Et la toile des chamans par rapport aux parjures, eh bien, certains parjures ont pu bénéficier de leur aide en fait pour pouvoir s'échapper de chez eux quand ils étaient mal compris. Mais globalement, ils savent qu'il faut plutôt s'en méfier parce que la plupart du temps, les chamans vont plutôt tuer les parjures quand ils peuvent, ou les perdre dans le rêve, où ils vont finir par mourir. Voilà. Quelques chamans ont tué les parjures. Dans l'ensemble, c'est pareil, il faut les éviter. Personne, même les parjures libres, sont faciles à tuer, notamment un parjure débutant qui vient de se participer. Un chaman, c'est facile. Viens dans le rêve, je te sauve, hop, t'es mort. Voilà, bye bye. Ça me fait vaguement penser à une faction Sylvari dans Guild Wars 2. Je sais pas s'il y a des joueurs de Guild Wars dans le chat. C'est la faction des silencieux. Ok, je ne connais pas du tout. En fait, dans le peuple Sylvari dans GW2 est un peuple végétal, dans Guild Wars 2 est un peuple végétal qui sont reliés entre eux par un espèce de rêve, en fait. Un lien un peu télépathique qu'ils appellent le rêve. Et ce lien peut être corrompu par des partisans qu'on appelle les partisans du cauchemar. Et entre les deux, tu as les silencieux, c'est-à-dire ceux qui se coupent du rêve, mais du coup qui ne bénéficient ni de la protection du rêve, et qui sont du coup fragiles à la corruption du cauchemar, parce qu'ils n'ont plus la protection du rêve, mais en même temps, eux ils sont neutres, ils veulent être ni du rêve ni du cauchemar en fait. Ouais, ils ont juste pas de bol. Ouais. C'est compliqué comme position.
Et c'est les parjures libres qui te font penser à ça? Bah un petit peu avec ce que tu décris avec les chamans en fait, c'est-à-dire que les parjures libres, eux, bah veulent vivre leur vie malgré leurs parjures, mais il y a un peu tout le monde qui leur tombe dessus quoi. Ouais, alors complètement, oui. Voilà, c'est très capable. Tout le monde leur tombe dessus ou veut les récupérer, soit pour les tuer, soit pour les convertir. Voilà, donc on a fini avec les factions. Cependant, il y a 3 éléments, dont un que la plupart des joueurs connaissent. Donc, ils peuvent avoir le coup de parler, ce sont les royaumes et empires sur Kiwandoto. Parce qu'en fait, il y en a 3. Enfin, 2 gros et un petit. C'est vraiment des grosses organisations sociales. La première, que la plupart de mes joueurs connaissent, c'est la cité de Cerulea. C'est une cité qui s'est bâtie par l'exploitation de certains sorciers, en fait, pour réussir à faire une grosse agriculture efficace, voilà, et qui a un culte de la personnalité autour d'une personne, qui s'appelle Dame Cerulea. Voilà. Donc c'est une cité qui est mythique hein, pour les joueurs, ils ne connaissent pas les quatuors, ils le découvriront plus tard. Et c'est une société qui est en fait ils découvriront assez vite que c'est une dystopie. D'accord. L'idée de Cerulea, c'est que chacun puisse avoir une place, un rôle, et ne manque de rien. Et ça se passe aussi il y a un côté lavage de cerveau, notamment des sorciers, et une grosse exploitation des sorciers qui sont formés en permanence à lutter contre le climat, à se reproduire entre eux pour faire d'autres sorciers, et quasiment à tout faire avec leur pouvoir. Donc là, on peut penser un petit peu, pour le lecteur de la roue du temps, une fois de plus, un petit peu à ce qui se passe dans la tour noire que Randaldor et le Maël mettent en place. Voilà. La Cérulea est donc une vision du sorcier qui est assez opposée, enfin, à la fois similaire et très différente de celle de la confrérie. Donc la rencontre entre les deux sera intéressante dans l'histoire. Par contre, il faut savoir que la confrérie des chênes a une république autonome. Si on reprend la carte du monde d'esprit, quelque part, une carte qui est moche à revoir, à tout ce que vous voulez. Je sais pas si tu l'as quelque part. Non. Je te la reposte. Donc, bon, il y a quelques éléments à modifier, notamment, il y a sans doute moins de. Il y aura moins de failles que ce que j'ai écrit là, et peut-être. Je te la mets dans notre discussion Discord. Je vais la rafficher. Et voilà, donc au sud-ouest de Kiwandoto, il y a une grosse île. Oui, éventuellement, oui, un peu comme Avatar. Comme Omashu dans Avatar. Alors, elle n'est pas sectaire parce qu'elle ne sépare pas les sorties du reste, hein, juste en termes de rôle dans la société, mais tout le monde a son rôle. Les sorties sont pas spécialement au-dessus. C'est plutôt utilisé comme des machines. Voilà. On va le dire comme ça. Alors voilà la carte. Donc, espèce d'île en forme de serpent en bas à droite, c'est une île qui est entièrement sous contrôle de la confrérie des chênes, qui a conclu cette île-là, et qui a mis en place une espèce de ce qu'ils appellent une république autonome. Voilà. Comment ils ont fait ça? Eh ben, ils ont des gens qui ne sont pas sorciers, qui les aident et qui les servent. Et c'est une organisation à la grecque, ou à la romaine, si vous voulez. Il y a des citoyens qui ont des droits de vote et de droit d'élire des consuls et de devenir impérateur, d'avoir des charges. Et d'autres qui n'ont pas ce droit-là. Et là, c'est pareil, sauf qu'il y a les sorciers qui ont le droit, qui ont une assemblée de sorciers qui vont élire des consuls. Et les autres, eh bien, ils sont là pour faire le boulot du reste. Ils sont l'équivalent donc des métèques, des esclaves, des aides de camp, des différents travailleurs. Des gens qui ne sont pas sorciers, donc dans la République autonome de la confrérie, ne peuvent pas avoir de poste de dirigeant.
Voilà, autre que des petits chefs d'équipe. Par contre, il peut avoir des postes d'administration éventuellement assez élevés. Mais aucun poste de dirigeant. Contrairement aux esclaves romains et grecs qui pouvaient finir gouverneur de cité, et là c'est pas possible. Bien. Voilà. Cette île-là est une île complètement safe. Elle a été nettoyée de toutes les chimères possibles grâce aux armées des sorciers et qui continue de patrouiller le long des côtes pour éviter que une nouvelle chimère s'installe. Voilà. Donc les sorciers protégés. Il y a un fonctionnement donc, par une assemblée de sorciers qui prend les grosses décisions au vote, le Sénat des sorciers, et qui élit 4 consuls, un pour chaque élément. Et il y a un renouvellement d'un élément tous les ans. Donc en gros, le consulat change entièrement tous les ans. Les consuls donc, qui peuvent se voir confier des missions particulières, qui vont être à l'initiative de nouvelles lois ou politiques extérieures. Voilà. Tous les sorciers sont considérés comme égaux en droit entre eux. C'est seulement l'âge et la maîtrise de leur pouvoir qui fait la différence. Voilà. Sinon, ils font le gros œuvre à la protection de l'île, avec l'aide des non-sorciers, et ils mènent à part ça une vie de pacha, #seigneur féodaux. Ils sont sur la protection, en échange d'être considérés comme des êtres supérieurs, voire des demi-dieux. Donc on a en fait 2 endroits qui sont contrôlés, organisés et protégés par des sorciers, mais de façon complètement opposée. Pour Ceruléa, un sorcier doit être au service du peuple, mais surtout de Ceruléa, de l'idéologie de Ceruléa. Il va surtout produire de la nourriture, lutter contre le climat, et à plus forte échelle la rupture. Et le sorcier est une ressource, un outil, une machine. Là où le sorcier de la République, de la confrérie, il est considéré comme au-dessus du reste, on lui doit le respect. D'ailleurs, l'objectif de la confrérie, c'est bien de faire un monde où les sorciers ont une place prépondérante. Et c'est le sorcier considéré comme une arme. Voilà. On lui doit donc une certaine forme de dévotion. Là encore, si vous avez des scénarios politiques à faire, ça peut être le moment. Et vient ensuite une réponse à une question que des joueurs m'ont posée souvent, c'est qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? Et donc c'est le moment d'en parler. Alors peut-être juste avant d'aborder ce point, il y a une question, est-ce qu'il y a des non-sorciers à Ceruléa? Avant de clôturer le chapitre Ceruléa. Oui, bien sûr. Qui a été présent dans la campagne, oui, il y a plein de non-sorciers. À Ceruléa, on a des gens qui ne sont pas sorciers, des gens qui sont sorciers, et l'important c'est que chacun trouve son rôle et sa place. Voilà. Si tu as un truc à apporter à la ville, on t'accepte, il n'y a pas de souci, tu restes. Si tu n'as rien à apporter, tu dégages. Ou tu restes dans les rebuts à l'extérieur de la ville, dans les bidonvilles. Voilà, et on vient te chercher quand on a besoin de toi pour des travaux de force ou qui ne nécessitent aucune compétence particulière. Oui, il y a plein de non-sorciers. Mais Ceruléa traite ses sorciers comme un mélange de la tour noire de la Roue du Temps et de l'école des sorciers. Alors je m'en veux de citer cet auteur-là, mais bon voilà. L'épée de vérité, Terry King, on a un moment où on se rend compte que les sorciers sont élevés comme du bétail en fait par l'école des sorciers en fait. D'accord, il est un peu mélangé. Vous savez qu'en plus c'est la campagne de la confrérie infiltrée à cette. Et donc parlons de sous l'eau. Là, sous l'eau, il y a un immense empire qui recouvre globalement toute la surface sous-marine, même si, bien évidemment, la présence n'est pas la même partout, ce qui permet qu'il y ait des chimères sous l'eau. Il y a un empire sous-marin.
Pourquoi il y a encore un empire sous-marin? Parce que la rupture, elle a complètement bouleversé le climat, mais le climat n'a pas beaucoup changé sous l'eau. On est bien d'accord. Donc il y a dedans des gens qui vivent encore comme ça vivait avant la rupture. Et donc ces gens-là, ils ont leur quatuor avec prêtresse qui continue de fonctionner depuis le début. Voilà. Plus ou moins, ils ont un peu leurs pouvoirs sont diminués parce que quand même, les nymphes ont un peu disparu. Mais, mais ils continuent leur culte aux nymphes, ils ont des quatuors qui fonctionnent à peu près. Voilà. Et il se trouve qu'ils sont quasiment jamais en lien avec le monde de la surface. Il y a eu une certaine sécession entre eux et le reste depuis longtemps, donc on les a un petit peu oubliés. Et ils sont assez... enfin, voilà, on dit que c'est un empire, mais il y a l'empire de Chine, oui. C'est une administration qui est à peu près là partout, mais donc, globalement, la plupart des gens s'en foutent et ne sont pas concernés. Et donc, il y a quatre lignées de ces composent l'empire sous-marin. Il y a une lignée qui est basée sur les pieuvres et les poulpes, et simplement les pieuvres, hein, qui ont une capacité de polymorphie, ils peuvent se faire passer pour d'autres lignées. Voilà. Donc éventuellement, vous pouvez jouer un personnage en bord de mer, en fait, parce qu'ils ont quand même besoin d'aller à la flotte régulièrement, ça reste des créatures aquatiques, qui se fait passer pour une personne de bord de mer qui vient juste voir ce qui se passe à la surface. Donc ce sont des lignées non jouables pour les joueurs. Pour l'instant, on peut les croiser en PNJ, mais elles sont... D'accord. Voilà, elles existent dans l'univers, elles sont absolument injouables parce qu'elles ont besoin d'aller sous l'eau en permanence. Donc, voilà, du PNJ non jouable, strictement non jouable. Avant de vouloir faire des scénarios strictement sous l'eau, quel cas, pourquoi pas. Mais... déjà, il y aura quasiment plus d'effets climat. Encore qu'on pourrait en imaginer avec des courants qui changent dans tous les sens, de la luminosité et de la température de l'eau qui change. Et on pourrait. Et discuter. C'est l'extension. C'est une extension. Il y a les abyssaux, donc là, qui sont basés sur ce qu'on appellerait nous les poissons en général, qui ont une capacité de bioluminescence. Les spongieux, qui sont des mélanges d'algues, d'éponges, d'hydres, un peu tout ça, qui ont une capacité à absorber de la matière, la stocker à l'intérieur de leur corps pour la rebalancer ailleurs, comme Kirby. Et les crustis, qui sont basés sur les crabes et les crustacés, qui ont donc des grosses larves. Et donc on a en fait, sous l'eau, on a ces royaumes et cet empire qui continuent de fonctionner comme avant la rupture. Comme avant. Donc tout le monde suit bien gentiment son cognatus, les éventuels débuts de parjuration ou de rongeage sont rapidement éliminés. On prie les nymphes tous les jours, et puis voilà. C'est un peu idyllique quoi par rapport au quotidien des gens de la surface presque. Oui, c'est pour ça que c'est peu intéressant à jouer, et même si les changements de climat vont affecter les zones les plus en surface, la notion d'esprit personnel, hein, de libre arbitre, de pardon, tout ce qu'on a vu que la rupture pouvait avoir apporté, n'existe pas. Il faut bien comprendre. Enfin, le pardon aussi, mais l'oubli. Ardoise n'est jamais effacée. Et du coup, est-ce que c'est pas des peuples qui peut être intéressant aux joueurs d'aller rencontrer ou d'aller chercher pour aider à ramener les nymphes si eux ont toujours le culte des nymphes comme au premier jour? Eh ben, ouais, justement,
Et j'ai des joueurs qui m'ont dit des fois, ah mais il y en a plus, on aurait pu croiser des trucs sous l'eau. J'aurais dit oui, vous êtes passé à côté, mais vous n'êtes pas allé. Voilà. Alors, Trajan qui nous dit du coup les terres émergées, on est entre 0,3 et 3 millions de personnes et sous l'eau. Est-ce que ces 3 millions, c'est compter les personnes sous l'eau ou c'est que les terres émergées, ces 3 millions? Ouais, les 3 millions de personnes, il y a à peu près ça sous l'eau. Par contre, on est sur plusieurs millions de personnes sous l'eau. On a un vrai empire, en plus, qui voit notre eau est majoritairement recouvert de flotte. Et oui, il y a du monde sous l'eau. Pas du monde au sens quelques millions de personnes. Ils contrôlent énormément leur population. Pas dépasser les ressources. Et donc voilà, ils sont dedans. Il faut compter. Il y a à peu près 2 fois plus d'habitants, au moins 2 fois plus d'habitants sous l'eau que en surface. Ils ont quand même perdu du monde hein, avec la rupture hein, sous l'eau. C'est juste que leur pouvoir de gardien ont beaucoup moins disparu. Il y a beaucoup moins de gardiens qu'avant, mais il y en a encore. Voilà. Et il se trouve que du coup, il y a des gens qui suivent la voie des nymphes hein, chez eux, mais sans être gardiens. Et qui se disent gardiens, mais qui n'ont pas de pouvoir de gardien, c'est juste que. Voilà. Ah, voilà. Moi, je vais représenter telle nymphe. Là, il y aura eu d'autres effets chez eux, on en parlera peut-être un jour. Selon ce qu'on aura l'occasion de faire avec l'éditeur, comment la campagne marchera et tout ça. Alors, Maferrat qui dit la chimère comme Jika nous l'a présenté, je pensais plutôt que c'était un ver avec des milliers de petits bras avec d'autres monstruosités chimériques. Alors, juste une question, Maferrat, c'est quoi ton pseudo sur le Discord? Ah oui, j'avais dit Scolopendre. Je sais pas si c'est Tom ou quelqu'un d'autre. On va voir que Tom n'avait pas joué. Ah oui, tu veux savoir si tu peux spoil ou pas. Ben, moi, je sais pas qui. Je sais plus qui a joué le scénario où il y a cette chimère qui apparaît. Donc, il n'y a de la bave qui lui coule dessus, ou un côté un peu gluant et humide sur le corps. Sohag, le pseudo Discord de Maferrat. Ah, ok, c'est Sohag, d'accord. Ok, bah, bonjour Sohag. D'accord. Oui, bah, effectivement, tu avais joué celui-là et vous aviez géré en mode on fuit. C'est ça. En la trouvant. Et une des premières fois que j'ai fait ce scénario-là, j'ai eu des morts d'ailleurs. Et le groupe a pas voulu y aller tout seul dans la grotte où on trouve cette chimère-là. J'ai un joueur qui est au milieu de la nuit et dit ouais, alors je me transforme. C'était l'époque où je laissais accès à des sorts un peu supérieurs en initiation. Donc le joueur de l'hiver y est allé solo en mode je me transforme en chauve-souris. Il est allé dedans, la grotte, tout seul, sans prévenir ses potes, et il s'est fait bouffer, tout simplement. Enfin, RIP. RIP. Complet. RIP complet, dévoré par la chimère. Bon bah tu rentres dans la grotte, t'avances un petit peu, ouais, j'avance, le chemin qui monte, le chemin qui descend, le chemin qui descend. Ok. Bon bah tu vois ça. Ah c'est dégueu. Oui, comment tu réagis? Bah... Je sais pas, elle t'attaque. T'es toujours en mode, t'es toujours en corps de chauve-souris, donc tu vas lui faire passer une chauve-souris, là tu meurs. Ouch. Voilà. Mais du coup, c'est intéressant parce que au petit matin, ses collègues, vu qu'il était disparu, ont compris qu'il était mort, parce que les gardiens savent quand l'un d'entre eux meurt. Et ça, voilà. Ils se sont dit, ouais, les gens du village, il s'est fait buter par les gens du village pendant son sommeil. On va essayer de retrouver son corps, tout ça. Ah, ça a amené une quête secondaire au milieu du scénario, quoi. Ça a fini en génocide. C'est carrément, d'accord. Bah, ils sont partis du principe que le village était dangereux. Enfin, ils sont allés voir la chimère, ils se sont dit, ouh, putain,
le village est en train d'essayer de dresser une chimère. On va la raser. Voilà. Bon, entre-temps, ils ont failli se faire tuer par les villageois. C'est de bonne guerre, hein, j'ai envie de dire. C'est peu de bonne guerre. Bon. Sinon, alors, pour terminer en gros, donc, je vais le dire avant de passer au dernier élément. J'étais en discussion avec Odonata jeudi. Donc, Odonata Édition va éditer Esprit. Voilà, donc ça c'est la super bonne nouvelle du moment. Donc Esprit va être édité. Alors, d'ici, je pense qu'il faut compter pas avant 2022. Même si on a énormément de matière déjà pour le jeu, il faut la rédiger. On part pas de rien, on a déjà un système qui est bon, qui demande quelques révisions, mais est déjà bien en point. On a un univers qui est très détaillé, on a des scénarios qui sont au moins en partie écrits, une campagne, enfin voilà. Donc je pense qu'il faut compter courant 2022 ou plus tard 2023. Mais Esprit va pouvoir vraiment sortir du uniquement. Voilà. Et ce serait, sauf la copine qui danse, la compagne qui danse. Ce serait bien évidemment sous forme de Kickstarter. Et ce serait donc avec Odonata Édition que je vous encourage à aller voir. C'est ceux qui ont fait Insectopia et récemment la campagne de Omega. Insectopia qui est un jeu où on joue des insectes qui ont développé une intelligence et une posture debout dans un monde post-humain, voilà, plusieurs millions d'années après l'arrivée des êtres humains, après la chute des êtres humains. Et c'est sur fond de guerre religieuse entre des gens qui ont un culte de la nature et des gens qui ont un culte de la technologie humaine. Et c'est vachement cool, Insectopia. Voilà. Et un autre jeu qui est sorti récemment qui s'appelle Omega, où on joue des robots. On joue dans un univers, en fait, clairement cyberpunk, hein, parce que son univers est contrôlé par des mégacorpos et qui se passe de plus en plus des humains, si j'ai bien compris. Et en fait, donc on a des êtres de synthèse que les joueurs vont jouer. Ils sont des robots très très proches, de plus en plus proches de ce que peut être un être humain, à tel point qu'on a le risque qu'ils puissent... Voilà. Là, en fait, le jeu va permettre d'explorer la frontière entre la machine et l'être humain, parce qu'on joue officiellement des machines, mais qui sont censées se rapprocher de l'être humain. Donc, du Blade Runner en veux-tu, en voilà, avec des robots dans l'espace et des machines de guerre. Chaque robot a plusieurs formes, t'as la forme de combat, la forme de reconnaissance, la forme sociale, voilà. Et on va chercher donc la limite entre la machine et l'être humain. C'est le propos du jeu. Donc voilà, on serait sans doute édité par Insectopia. Dans les conventions, c'est le monsieur habillé avec un costume de blatte géante qui se trimballe entre les stands. Voilà. Ce que ça implique par contre, hein, le fait d'être à présent sûr qu'on va être édité, c'est que le site, il va falloir qu'on le mette en stand-by. Je vais continuer à mettre dessus, je pense, tout ce qui concerne les règles va être dessus, tout ce qui concerne l'école, on va le laisser. Mais on va limiter tout ce qui peut être de l'ordre des secrets de l'univers. Il faut que le bouquin rapporte une plus-value par rapport au site. Donc le site va certainement évoluer dans les prochains mois. Je le vois bien se rapprocher de ce que peut être le site de Night, le jeu de rôle de l'Apocalypse, où on a un site qui donne qui fait office de livre des règles au final pour l'instant. C'est ça, on a un résumé des règles sur Night, on a des news de pitch supplémentaires, de background un peu plus, mais si t'as pas le bouquin, tu piges pas, quoi. Voilà, je pense que le livre...
Oui, c'est ça, alors que Esprit, pour l'instant, fait office de livre des règles, faute de support, quoi. Voilà, il Site, faut pour l'instant. utiliser tout. Donc là, ça va plus être possible puisqu'il faut que le livre serve à quelque chose, quoi. Et pas juste de rapporter plus d'illustrations. Donc, pareil pour les lives, on a spoilé à peu près tout dans les lives. Alors après, on peut se douter que les gens ne vont pas se taper 30 heures de live en permanence. Voilà. Le devenir des lives, pour l'instant, les lives vont être en stand-by. Voilà, c'est le dernier live avant un bon moment. Quand le projet sera beaucoup plus avancé, il est tout à fait possible qu'on refasse des lives, par contre. Là, parce que l'éditeur, lui, trouve ça bien de faire des lives, il dit juste, bah, pour le moment, il faudrait qu'on se concentre un peu plus sur le bouquin, et moins sur la promo du jeu, et lui, il va mettre ça en place, un peu la partie promo. Donc voilà. Voilà où on en est. Et c'est plutôt très très positif, tout ça. Cette chimère est magnifique, mais bon, on a presque envie de lui faire des câlins. En plus, de faire des câlins à plusieurs membres, à plusieurs personnes à la fois. Voilà. Donc, sur le site, je vais développer la partie témoignage et la partie compte-rendu de campagne, parce que toujours la campagne d'Harold qui est en cours de racontage, mais là, je pense qu'on va mettre les fiches de perso. La fiche de perso interactive que Nico est en train de travailler, on va peut-être essayer de la mettre sur le site, ce serait pas mal. La partie scénario d'intro, show du crabe, tout ça, je pense tout à fait que ça pourrait y rester. Voilà, par contre, on va y avoir un gros remaniement, quoi. Et du coup, pour tout ce qui est masterisation, pour les MJ, les jeux qui se servent du site comme livre des règles, pour les campagnes en cours de Esprit, comment ça va se passer pour eux si le site Alors, est en à ma stand-by? connaissance, il n'y a pas de campagne en cours. Hein. D'accord. Sauf s'il y a des joueurs d'esprit, des jeux d'esprit que j'ignore. Voilà, c'est D'accord. impossible. Non, mais comme Voilà. je sais pas, c'est pour ça que je demande s'il y avait des campagnes en cours ou des scénarios en cours, que sais-je. Bah, ouais, il y a des petits scénarios en cours, mais voilà, c'est moi qui les gère, ou éventuellement des gens du forum, pas du Discord. Voilà. Il n'y a pas de souci plus que ça, s'il y a juste les règles et voilà, un descriptif rapide déligné, je pense que c'est largement suffisant. Voilà. Et donc, pour clore le live, enfin, les lives avant le prochain, je vois que Piapi est en train de faire les ombres et le chiadage, donc ça me paraît le bon moment. Je voulais donner à nos joueurs donc le plus gros spoil du jeu, hein, c'est la chronologie exacte de l'univers, de ce qui s'est passé. Certains le savent déjà, il y a eu plusieurs époques de la rupture. Et avec chaque étape de la rupture, il y a eu des changements, forcément. La rupture s'est calmée. Et donc, je voulais qu'on parte du moment où on est dans le jeu, c'est-à-dire le moment de la rupture, et revenir. Ils vont se référer à JK, voilà. Ou à Trajan et Harold qui connaissent super bien le jeu aussi. Et si vous voulez comprendre l'hiver, et bien ma foi, Tom se fait un plaisir de tout vous expliquer de l'hiver. Faut juste arriver à avoir le même état d'esprit que lui. Il y a un consensus contre l'hiver, je remarque gentiment dans la communauté, c'est assez marrant. C'est pas tant contre l'hiver, c'est que... Trajan propose d'expliquer l'hiver. C'est des tarés... Vas-y, explique-nous l'hiver, Trajan, à ta façon. En 3 mots. L'hiver en 3 mots, c'est bon, Trajan. Je me suis peut-être pas fait des amis alors en disant que je jouais hiver au début du jeu, quoi. Bande de malades. Ouais. Donc voilà, je voulais terminer par cette la chronologie exacte du jeu. Alors, donc on est dans une table de la rupture. Merci Trachan. La sirène sauve les meubles, c'est ça? C'est ça. Cette époque de la rupture, elle est arrivée pour 2 raisons. La découverte du charbon
et donc de la machine à vapeur, qui permettait potentiellement à certaines personnes de dépasser en fait l'énergie produite par la planète sur une année pour leurs propres besoins, ouais, donc de surconsommer. Et, et le comportement des nymphes qui a été un petit peu tyrannique sur une certaine méthode. Voilà, donc ça a été la cause de cette rupture-là. Avant, donc avant cette rupture-là, donc on a le monde tel qu'on l'imaginait, donc avec des gardiens, des qui devenaient gardiens grâce à leur essence. L'essence et leur anathème se développent avec les personnes qui grandissent. Et se fait donc avec leur maturité quand on arrive à l'âge adulte. Les essences anathèmes sont fixées, et là on peut devenir gardien. On intègre un quatuor, il y a des prêtresses, et il y avait des sorciers. Voilà, ça c'est le monde d'avant la rupture. Il y a eu une rupture avant ça. Parce que avant ça, l'essence et l'anathème des gens étaient imposés dès leur naissance. Donc ça ne se construisait pas. Donc dès la naissance, on savait quand quelqu'un allait être gardien. Parce qu'il avait des couleurs cheloues. Et là, ça doit vous faire penser à un truc. Bah oui, en fait, le reste de ces anciens sont ces gardiens-là qui ont eu des enfants et qui donneront donc les sorciers dans l'époque précédant la rupture actuelle. Voilà. Donc, la rupture actuelle, juste avant, il y avait les sorciers, mais la rupture -1, si vous voulez, il n'y avait pas de sorciers avant, puisque en fait, ces sorciers sont le reliquat des gardiens qui étaient nommés, enfin décidés dès la naissance. En fait, donc, il y a une rupture qui a été provoquée par deux raisons. Plusieurs raisons. Donc, il y avait des gens qui refusaient le fardeau en fait d'être gardien. En fait, c'était juste pas possible. J'ai pas choisi. Enfin, ça m'est imposé comme ça naissance. Bim, tu seras gardien. J'ai pas du tout demandé à être comme ça. Et donc, il y avait des personnes aussi qui étaient contre les gardiens parce que c'était voilà quelque chose de vécu comme une imposition. Voilà, mon enfant devient gardien. Pourquoi? Comment? C'est imposé. Et puis c'était vécu comme une sorte de tyrannie. Et il y avait aussi les prêtresses. À cette époque, il y a eu des prêtresses. Comment on devenait prêtresse? C'était l'église du temps. On pouvait rejoindre l'église du temps, et donc n'importe qui pouvait devenir prêtresse sur sa propre volonté. Et donc, il y a eu des gens qui sont devenus prêtresses du temps par pur appât du gain. Et donc, c'était la cause de la rupture -1. Voilà. Avant la rupture -1, donc dans l'ère précédant la rupture -1, on avait des quatuors faits de gardiens décidés dès la naissance et gérés par des prêtresses qui devenaient prêtresses parfois en rentrant dans l'église du temps. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'époque -2. Donc il y a eu la rupture -2 aussi. Cette rupture -2 qui a amené donc à l'époque des gardiens par essence, officialisés dès la naissance. Donc on passe de l'époque, on va parler de l'époque -3. Donc à l'époque -3, on avait aussi déjà des gardiens qui étaient imposés dès la naissance. Voilà. Mais la subtilité, c'est qu'ils n'étaient pas organisés en quatuor. Donc il n'y a pas toujours eu des quatuors, il n'y avait même pas de prêtresse à l'époque. Donc les nymphes, dès la naissance, décidaient que certaines personnes devaient être leur gardien et tout ça. Et ça a amené... cette époque-là a été très courte par rapport aux autres, cette époque-là a vraiment été très courte. C'était une grosse connerie des nymphes d'avoir fait ça. Parce que ce que ça a amené, c'est que ça a amené des conflits entre gardiens, qui ne se rendaient pas forcément bien, apparemment. Et ils avaient chacun des armées de fidèles, tout ça. Et ils sont finis par se mettre sur la gueule. Et donc on est arrivé à l'époque de la rupture -2 qui a donné suite à cette époque où on avait donc des gardiens dénommés dès la naissance et la mise en place d'une église du temps qui formait des prêtresses qui avaient pour rôle de
obliger les gardiens à bosser ensemble sous forme de quatuor. Et avant l'époque des gardiens de naissance, mais sans quatuor, on a eu l'époque des lignées. Il y a 16 lignées sur Kiwan Loto, 12 jouables et les 4 de l'eau. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, chaque nymphe avait sa lignée, et il y avait 12 lignées qui étaient chacune bénies par une nymphe, mais qui n'étaient pas au point d'être gardiens. Donc, techniquement, il y avait une lignée qui était 2 gardiens pour chaque nymphe, et puis d'autres qui étaient dédiés à cette nymphe-là, mais qui étaient moins importants. Donc, là, on va partir dans le spoil massif, hein, bien évidemment. Fuyez Mielta. pour votre nom spoil les gens. C'est maintenant. Voilà, ou prenez des notes. Mielta s'était appropriée, avait dévoué à elle la lignée des pieuvras, donc la lignée aquatique des poulpes et mollusques qui prennent la forme qu'ils veulent, enfin, qui peuvent se faire passer pour d'autres personnes. Et avait donc béni dans les... Alors pourquoi il y a 12 lignées? Parce que l'idée c'est d'avoir de toucher à la fois l'eau, les invertébrés, les vertébrés, les plantes, et tout ça, en fait. Donc, chaque nymphe devait être présente un petit peu partout, dans chaque lignée, mais on avait une dédiée spécifiquement. Donc Mielta dédie spécifiquement à elle les pieuvres, donc tous les pieuvres étaient gardiens de l'hiver, si on veut. Et 3 autres lignées favorisées par Mielta, les dryades dans les végétaux, les saprosites pour les invertébrés, et les tengu pour les vertébrés. Oui, Tom, tu vas être content. Les tengu sont avec Mielta d'entrée de jeu, c'est normal. Pour Liana avait dédié à elle la lignée des Strix, ceux qui font de la musique. Pas d'inconvénient, ça paraît logique. Donc, tous les Strix étaient gardiens du printemps, et Liana avait choisi pour elle donc les spongieux, les trolls et les faunes. Spongieux pour l'aquatique, les trolls pour la partie plante, et les faunes pour les vertébrés. Ouais, 16 lignées de base, dont 12 jouables. 4 x 4. Pyrelia, la nymphe de l'été, avait consacré pour elle les humains. Donc voilà, que les humains s'accouchent avec tout le monde, c'était bien. Au niveau émotion, tout ça, passion, c'était pertinent. Et pour les autres, au niveau des aquatiques, Pyrelia s'était consacré les abyssaux, pour les plantes, les hanabi, et pour les invertébrés, les sylphes. Donc tout ce qui est vraiment plutôt joli et coloré ou qui fait de la lumière. Et Ailma, notre chère nymphe de l'automne, avait consacré pour ses propres gardiens les mycons, les champignons. Sous l'eau, elle consacre les crustis. Dans les végétaux, pardon. Pour les invertébrés, les myrmes, et pour les vertébrés, les sauriens. Voilà. Donc cette organisation-là permettait aux nymphes d'être présentes un petit peu partout et de consacrer vraiment une créature pour elle-même en tant que gardien permanent. Donc à cette époque-là, t'étais un pieuvrin, t'étais un gardien de l'hiver, point barre. Voilà. Et donc ceci a évidemment fini par poser d'autres problèmes également, hein, puisque vous vous doutez bien qu'on a fini par avoir un royaume de pieuvrin, dryades, saprosites, tengu, un empire de humains abyssaux, hanabi, sylphes, un empire de Strix, spongieux, troll, faune, et une dernière dictature. Un dernier gouvernement de Micron, Crustis, Myrme et Saurien. Et ça a fini par se mettre sur la gueule. Voilà. Donc une grosse guerre de lignées, donc c'était encore une époque de rupture qui a amené les nymphes à dire bon, en fait, on va pas choisir des lignées pour faire nos gardiens, on va
n'importe quel membre de n'importe quelle lignée peut être gardien, on les décide à la naissance grâce à leur essence et à la tête. Et ça, cette époque-là, donc avec les lignées, les 16 lignées, 4 lignées de gardiens, 16 lignées non gardiennes, pas de quatuor, pas de prêtresse, ça a suivi la toute première rupture. Voilà. La toute première rupture qui a précédé le tout premier état du monde. Le tout premier état du monde, les nymphes se promenaient dessus. Elles arpentaient le monde et leurs rêves, elles dispensaient directement la bonne nouvelle et la bonne parole dessus. Enfin, et la vie parfaite avec tes divinités qui se promènent sur le monde. Il y avait un nombre de lignées complètement ahurissant, puisque n'importe quel humain qui se couchait avec n'importe quoi pouvait littéralement donner naissance à une nouvelle lignée. Voilà. Le rêve... Oui, oui, tout à fait, dit Wolf. Trajan pourrait t'expliquer ce qui se passe à la fin de la campagne si tu cherches le spoil. Alors, Didwolf qui nous dit, du coup, le monde est perpétuellement en évolution, et celui qu'on connaît est voué à évoluer, ouais. Et avec lui la rupture. En fait, il y a des âges dans le monde qui sont rythmés par des passages de la rupture, qui sont pas réguliers. Hein. L'âge des lignées et des gardiens par naissance sont deux âges qui sont relativement courts, de l'ordre de quelques milliers d'années. Et les guerres de lignée, par contre, vont s'étaler sur plusieurs siècles. Les guerres entre guerres fidèles et gardiens aussi. L'âge avec les gardiens par naissance et les quatuors imposés par des prêtresses qui le deviennent par choix, celui-là, par contre, a été assez long. Voilà. Quelques dizaines plusieurs milliers d'années. Et l'âge vraiment juste avant ce qu'on a connu est l'âge qui a duré le plus longtemps. Voilà. A priori, puisque le premier âge, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il commence, le premier âge donc des nymphes sur le monde, qui arpentent le monde et le rêve, et tout ça. Et à cette époque-là, il y avait déjà des chamans par contre. Donc c'est pour ça que les chamans savent vraiment à peu près tout ce qui s'est passé, parce qu'ils ont été là depuis le début. Et donc la transmission dans le rêve qui échappe un petit peu à la rupture leur permet d'avoir une chronologie à peu près correcte du monde depuis ses débuts. Bien que le rêve et la transmission orale déforme les trucs, hein, voilà, les chamans sont déjà au courant de tout. Et cette première époque de la rupture, elle a été causée par quoi? Par déjà un dépassement des ressources de la planète, parce qu'il y avait tellement de magie partout. Et la technologie est également allée très très loin, donc au-delà hein, du charbon et du pétrole. Voilà. Et les nymphes qui avaient une présence qui était ponctuelle mais très puissante, ça a fini par causer des problèmes. Voilà, qui ont amené à cette idée de dire bon, il faudrait que les nymphes soient peut-être moins bourrines, moins présentes physiquement, mais de façon plus diffuse, plus répartie, d'où le fait de faire des lignées de gardiens. Et le point très important de la première époque de la rupture, c'est que cette rupture-là a été délibérément causée par les nymphes. Elles ont vu l'état dans lequel le monde était et ils ont littéralement convoqué un déluge pour se dire ça va pas. Ça va pas, il y a trop de lignées dans tous les sens, on ne s'y retrouve plus. La magie et la technologie sont allées dans des points qui dépassent ce qu'on peut accepter au niveau d'un monde. On ne peut pas être là partout, il faut que les règles changent. Et donc c'est vraiment les nymphes qui ont convoqué la première rupture. Et du coup, il est tout à fait possible qu'en faisant ça, elles avaient connaissance bien évidemment de la rupture d'avant, hein, puisque Nielta le sait. Arrête de spoiler trop. Mais en faisant ça, il est tout à fait envisageable qu'elles aient mis les germes de la rupture sur l'ensemble du monde, et c'est pour ça qu'on retrouve de la rupture régulièrement depuis. Voilà.
Et donc oui, je vois que Clappy fait des ombres sur les parois aussi, et ça c'est cool, comme ça on comprend que le machin il est en train de ramper, de descendre des murs. Je pense que tu peux même les faire sur les pattes arrière là qui sont relevées. Et donc oui, pour Dead Wolf, notre Wolfie, hein, qui a pensé. Le but de la campagne à la fin, c'est de... Enfin, une des possibilités, c'est de définir les prochaines règles du monde, en fait. Les règles que suivra le monde d'après la rupture. Une fois qu'on a décidé ce qu'on en fait. On a décidé ce qu'on en fait. Il y a plein de possibilités. Voilà. Donc là, c'était le petit cadeau. Je pense qu'il y en a qui ont pris les notes, ou qui sont peut-être un petit peu surpris ou contents de connaître vraiment ce qui s'est passé sur Kiwan Doto au fil de son histoire. Voilà, c'était le dernier live avant longtemps, et j'espère que ça vous a plu. Voilà. Alors, surpris positif ou surpris négatif, Trajan? Le live sera bien évidemment mis en ligne. Voilà, pour le moment, tant qu'on n'a pas... Dès que possible. Positif. Il est surpris positif, c'est cool. Voilà. Ah, d'ailleurs, je pense que celui qui veut faire une campagne d'esprit, Trajan m'a dit qu'il avait peut-être une idée. Donc si vous le tannez suffisamment, il y a peut-être moyen de... Il y a peut-être moyen de moyenner. Il y a peut-être moyen de moyenner. Voilà. Bah écoute, Jika, je sais pas ce que t'en penses, est-ce que tu veux des corrections que Écoute, je la trouve cringe à souhait. Cringe à souhait. Peut-être tu peux lui mettre une ombre sur l'autre patte arrière qui est relevée sur le côté. Ah oui, pour qu'elle soit vraiment dans un angle. D'accord, ouais. Ouais, genre elle est vraiment en train de descendre du mur. Mais moi je la trouve à la fois dégueu et jolie, quoi. Il pourra y avoir des campagnes illégales avec Trajan en jeu quand le site sera down, ça va. Voilà. Ouais. Elle est à la fois dégueu et magnifique. Oui, d'ailleurs, elles s'en veulent hein, de l'avoir fait. Et oui, justement, une des problématiques du jeu, Mafera de se dire, putain, les nymphes me paraissent plus problématiques. Oui, un des axes de la campagne, c'est justement à un moment de se dire, mais en fait, les nymphes, c'est peut-être pas si cool que ça. Et une des alternatives possibles, hein, c'est justement de dire, on va supprimer les nymphes de la planète. Hein. Voilà. Je l'ai dit à mes joueurs. Tes joueurs peuvent complètement devenir des parjures et des pro-ruptures pour virer les nymphes, quoi. Les chasseurs de nymphes. Finalement, finir le boulot, ok, on ne veut plus de nymphes, on se démerde par nous-mêmes. Voilà, quoi. C'est une des possibilités de fin de campagne. C'est pas celle que mes joueurs ont choisie hein, pour la première campagne, mais c'est possible. C'est possible, il n'y a aucune honte à faire ça. Ok, coucou Kyori. Voilà. Eh ben écoutez, vraiment merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, donc on vous préviendra quand il y aura des prochains lives. D'ici là, moi je vais mettre le maximum de temps à passer sur la rédaction du bouquin et le remplissage du site, mais plus voilà, témoignages, carnet de campagne, peut-être carnet de scénar. Et puis voilà, n'hésitez pas sur le Discord à poser des questions, à participer. Il y aura des one-shots de démo, des one-shots vétérans, des parties en convention, mais voilà. Et merci Clappy pour toutes tes superbes illus. Les prochaines, donc ce sera des commandes de pas moi a priori. Nielta est un avatar de Firelia. Ah oui, alors là. Aurel en mode mind blow là.
Ah non, c'est que les Tengu sont à la base une... Ouais, tu verras, t'écouteras le live et puis voilà. Ça te fera les pieds. Voilà. Bah, merci encore beaucoup à tous. On est monté à 14 là sur la fin du live. Je crois que c'est notre record. Hein. Merci encore à tous. Merci Clapy. Les prochaines élus bientôt, les prochains textes le plus vite possible. On a un one-shot vétéran qui est en cours, qui se termine le 6 avril. On mettra l'annonce, hein, si des gens veulent venir écouter ce qui se passe, faut hésiter. Et puis, ben, je vais essayer d'être un peu plus présent sur les conventions en ligne, notamment pour faire des one-shots de démo. Voilà. À plus tout le monde. Portez-vous Bon bien. courage. Ciao.